Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que nous organisons ce type de conférence via Zoom, et pas seulement via Zoom, via Facebook et via YouTube. Il y a trois médias par lesquels on peut voir en direct notre conférence. Le sujet qui nous rassemble ce soir, en fait, est un projet que nous avons eu déjà avant la période de confinement. Nous voulions organiser à Paris une conférence sur la situation et les problématiques du projet d'annexion que envisageait le gouvernement israélien. Puis, compte tenu des événements, ça n'a pas pu se réaliser et nous le faisons là ce soir. Nous sommes à mi-juin et comme vous le savez, le gouvernement israélien prévoit à partir de début juillet de commencer un processus qui entraînerait ce qui est l'annexion ou l'élargissement de la souveraineté israélienne sur une partie de la Cisjordanie. On ne connaît pas encore l'étendue exacte de ce projet parce qu'il n'a pas encore été dévoilé, mais on parle entre 20 et 30% de ce territoire. Alors, pour nous qui nous battons depuis des années pour la solution à deux États, il est évident que ce projet-là, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle colonie de plus, mais c'est vraiment un changement de statut d'une partie de ces territoires. Il ne faut pas oublier que depuis la guerre des 6 jours, Israël n'a annexé formellement que le Golan et que Jérusalem-Est. Il n'a jamais annexé le moindre territoire de Cisjordanie. Et si c'est le cas dans quelques semaines, effectivement, ça change totalement la carte de la région et les conséquences pourront être vraiment très difficiles à la fois sur Israël et la région, et également sur nos communautés juives en diaspora. Donc, c'est par rapport à cette situation-là qu'on s'est mobilisé avec une cinquantaine d'autres organisations juives dans le monde, progressistes, sur tous les continents américains, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Europe, évidemment, où nous avons, via le réseau GICOL, des structures en Belgique, en Italie, en Suisse et en Espagne. Et je salue nos amis qui sont ce soir en ligne avec nous, et en France, évidemment, pour créer un réseau qu'on a appelé J-Link, justement, qui est un réseau qui a l'objectif de rester un réseau pérenne, qui va rassembler toutes nos organisations pour nous mobiliser autour de contre ce projet d'annexion et pour lutter pour qu'on puisse quand même réussir un jour à trouver une solution au conflit sur la base des deux États. Ce réseau J-Link alors est mondial. En France, l'appel que nous avons lancé au sein de J-Link a déjà été signé par plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités qui nous ont toujours accompagnés depuis la création de J-Call. Je pense à Alain Finkielkraut, je pense à Denis Cohn-Bendit, à Dominique Moisy et bien d'autres qui ont soutenu notre appel et qui l'ont signé. Et puis, évidemment, une douzaine d'autres organisations juives françaises, dont le MEDEM qui nous aide ce soir à l'organisation de cette soirée, que je remercie vivement, pour soutenir ce réseau J-Link dans les semaines à venir, parce que nous allons continuer notre action. Voilà, c'était ça l'essentiel. Mon objectif ce soir, c'était donc d'introduire le débat qui sera mené par Claudine Corral. Claudine est membre fondatrice de J-Call. Elle est directrice, elle est présidente de l'Institut de formation interculturelle, d'intelligence interculturelle, IFDII. Et à ce titre, ce soir, c'est elle qui va mener le débat avec nos trois invités qui sont présents, que je remercie. Shaul Arieli, qui lui ne parlera en anglais, mais Claudine le présentera et assurera la traduction de sa présentation. Elie Barnavi, évidemment, qu'on ne présente pas à nos amis à Paris qui le connaissent et en France qui le connaissent évidemment bien, et Nitzan Horowitz, qui est parfaitement francophone et qui est le leader de Meretz à la Knesset, mais Claudine présentera nos invités au fur et à mesure. Dernier point sur un plan technique, pour tous ceux qui sont sur Zoom, nous avons été contraints à limiter à un certain nombre, à 200 personnes, les connexions sur Zoom pour ne pas perdre la qualité. Les autres sont sur YouTube et Facebook. Et pour tous ceux qui sont sur Zoom, il y a possibilité de poser des questions via SMS. Vous avez en bas, sur la barre de votre écran, converser. Vous devez simplement choisir David, c'est-à-dire moi. C'est moi qui recevrai vos messages et je les réunirai, les questions, je les réunirai au fil de l'eau et je les transmettrai ensuite à nos intervenants via Claudine. Voilà. J'espère que, entre-temps, je vois qu'on est plus d'une centaine à être connectés
et je ne sais pas combien sont déjà sur Facebook et YouTube. Donc Claudine, c'est à toi maintenant que je passe le micro. Merci beaucoup David. Je suis ravie d'avoir ce soir avec nous tant de personnes qui se sont déjà connectées et un instant, j'essaye de voir comment. Voilà. D'entendre personnes qui se sont déjà connectées à nous et d'avoir un si prestigieux panel d'intervenants. Sans tarder, nous allons commencer avec le premier des intervenants, Nitzan Horowitz. Nitzan Horowitz est avocat, il est journaliste, il est député Meretz dans un premier temps entre 2009 et 2013, puis il revient à la Knesset en septembre dernier en tant que leader de Meretz, et depuis donc, il est le leader de Meretz, et il va nous lancer le débat. Bonsoir Erev Tov, bonsoir Nitzan Horowitz. Shalom, Erev Tov, bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, Nitzan, première question. J'ai pensé à plusieurs questions comme ça. Nous garderons une dynamique même si nous avons le temps de parler, le temps de développer et de vous entendre. Quel est le danger de la situation actuelle? Est-ce que l'on avance vers une situation irréversible? Quel est votre combat? En fait, quel est le danger et quel est votre combat, Nitzan? Bon, d'abord, il faut souligner qu'il y a une date, 1er juillet. C'est la date marquée, écrite dans l'accord entre le parti de Netanyahou, le Likoud, et le parti de Benny Gantz, Kahol Lavan. C'est l'accord fondateur du gouvernement actuel. Et c'est marqué 1er juillet, le commencement, le début des démarches de l'annexion. C'est-à-dire que ça va se passer dans 2 semaines si on ne l'arrête pas. Alors, quels sont les dangers en ce qui concerne l'annexion? D'abord, il y a le danger principal de tous les opposants de l'annexion en Israël, c'est que en annexant des territoires palestiniens, on met fin à la chance d'avoir la solution de 2 États, c'est-à-dire la solution de base pour régler le conflit entre nous et les Palestiniens. C'est-à-dire, si on annexe, on laisse rien pour le futur État palestinien et c'est la fin de ce processus de paix qui a commencé avec Rabin il y a presque 30 ans, la fin. Et si on laisse tomber cette idée de 2 États, c'est-à-dire on laisse tomber l'idée principale d'Israël comme un État juif et démocratique, c'est-à-dire après l'annexion de millions de Palestiniens sans droit de base, Israël va devenir un pays qui est ni juif ni démocratique. Pratiquement parlant, un État d'apartheid. Il n'y a pas un autre nom, je suis désolé. Et autant qu'Israélien, je souhaite vivre dans un État, dans un pays démocratique et pas dans un pays qui contrôle des millions des habitants sans droit. Voilà. Ça, c'est la première chose qui est la chose la plus principale, le danger le plus immédiat pour nous. Deuxièmement, il y a un danger économique. L'annexion va nous coûter des dizaines de Mets ton écran parce que tu vois ici, ça, quand Nissan ça a été coupé. Est-ce qu'on a perdu Nitzan? On a perdu Nissan. Donc, on va récupérer Nitzan dans un instant. Voilà, Nitzan. Oui. Oui. On vous a perdu au moment où vous disiez qu'il y avait également une menace, un danger économique. Ah, oui, absolument. Et la menace économique, c'est que l'annexion va nous coûter, les Israéliens, des dizaines de milliards de shekalim par an. Pourquoi? Mobilisation de troupes, infrastructures, routes, mesures de sécurité, nouvelles frontières de centaines de kilomètres. Tout ça, c'est énorme. Et maintenant, nous sommes en pleine crise économique à cause de Corona. C'est ça c'est la dernière chose qu'on a besoin.
une dépense comme ça annuelle de dizaines de milliards de shekels. Troisièmement, c'est le sujet militaire. En annexant des territoires palestiniens, on crée des centaines de kilomètres de frontières nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de toutes sortes de enclaves, des petits morceaux de territoires comme ça, et dispersés. Pardon? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Alors, là, c'est l'établissement militaire qui le dit, il n'y a pas une vraie possibilité à défendre tout cet assortiment des enclaves. Et voilà, des îlots, des petits morceaux comme ça, c'est un cauchemar militaire. Quatrièmement, et ça c'est la dernière challenge pour nous, il s'agit d'un danger immédiat d'expulser des dizaines de milliers de Palestiniens qui vivent maintenant sur ces terrains qui seront annexés. Des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont là-bas, sur le terrain, vivant à côté des implantations israéliennes. Ça, il faut l'empêcher. C'est ça une tragédie humanitaire. Et pour toutes ces raisons-là, chers amis, nous faisons tout ce que nous pouvons pour arrêter ce danger à Israël. Je dis un danger pour Israël. Je le fais pas ça pour le faveur des Palestiniens. Je fais ça parce que j'ai peur que mon pays à moi, Israël, notre rêve sioniste, le pays d'Israël, va devenir une autre chose. Et là, il faut faire tout ce qu'on peut avec vous ensemble, le juif de diaspora, avec tous les pays européens, tous les amis d'Israël qui sont en faveur de la paix. Il faut se mobiliser. On a 2 semaines. La décision n'est pas encore prise sur les dimensions de l'annexion. Donc, on a encore du temps pour faire exprimer notre voix, qui est la voix de l'intérêt d'Israël. Voilà, ça c'est l'enjeu. Ce qu'on fait, c'est des manifestations, des manœuvres parlementaires, on travaille sur le média, on fait des événements comme ça, on fait tout ce qu'on peut. Et ce n'est pas facile parce que le gouvernement voudrait exploiter cette fenêtre d'opportunité et grâce à Trump, parce qu'ils ont peur que peut-être Trump, novembre, il ne sera pas réélu. Donc, ils ont quelques mois à achever cette rêve, en guillemets, d'annexion. Donc, ils poussent très fort. Et donc, c'est à nous, les défendeurs, les partisans de la paix, de résister à cette démarche destructive. Voilà. Ce qu'on fait, c'est un air d'urgence. Alors, je sais qu'il y a la crise de Corona en France, chez nous, partout dans le monde, mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Si on ne fait pas une action forte et importante maintenant, ce sera trop tard dans un mois ou dans 2 mois. Voilà. Merci, Nitzan. Vous avez avec vous des personnes de la société civile. Vous avez eu, je crois, la dernière manifestation en date, c'était samedi soir, c'était Motzai Shabbat. Quand vous parlez, je pense au deuxième défi, non seulement la société civile et la société en général, mais j'ai du mal à imaginer une opposition à la Knesset plus hétérogène que celle que vous avez en ce moment. Vous avez d'un côté les partis arabes, la liste de Reshima Moukhele. Vous avez d'un autre côté Yamina. Vous avez d'un troisième côté Yesh Atid. Vous avez Merav Michael. Vous avez Lieberman qui lui-même se va exprimer. Comment agissez-vous? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que la Knesset est opérante? Qu'est-ce que c'est cette opposition? Écoutez, c'est ce qu'on a. C'est ça la situation, c'est ça la réalité. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut travailler avec. Je préférerais que Meretz sera beaucoup plus grande. Mais c'est ça la réalité. Il faut travailler avec tout ce qu'on peut. Par exemple, avec la liste commune arabe, on a fait une grande manifestation à Tel Aviv il y a 1 semaine et demie. C'était un grand succès. Et on a fait ça avec le Parti communiste israélien. Voilà, ensemble. Nous ne sommes pas communistes, mais on l'a fait ensemble avec eux. On travaille, par exemple, ensemble avec Lapid sur le volet économique. C'est très important pour le parti de Lapid, Yesh Atid,
le sujet économique. Il souligne la crise économique actuelle et il dit c'est vraiment fou maintenant de dépenser des milliards de shekalim sur cette idée complètement idiote de l'annexion. Donc, avec eux, on travaille sur le volet économique. On peut ce qu'on fait et on fait ce qu'on peut. Et avec la communauté internationale aussi, on travaille aussi avec la communauté internationale, avec des représentants de la communauté internationale en Israël. Par exemple, j'ai rencontré l'ambassadeur de France ou aujourd'hui l'ambassadrice d'Allemagne ou des envoyés des organisations internationales comme l'ONU, etc., en soulignant qu'il s'agit d'un sujet international. Il s'agit de notre relation avec l'autorité palestinienne, mais aussi avec la Jordanie, aussi avec l'Égypte, aussi avec l'Europe, qui est la fondateur principale de l'autorité palestinienne. Alors, si on annexe, on porte atteinte gravement à la stabilité de l'autorité palestinienne. Alors, qui va s'occuper avec les hôpitaux et la police et l'eau et tout ce qui se passe dans le territoire occupé? Si l'Europe coupe l'argent qu'elle donne aux Palestiniens, qui va ce sera à nous de le faire. Donc, tout ça, il y a des volets différents, des sujets différents, et on travaille avec tout le monde. Et on fait un effort. Il faut toujours souligner que il y avait un sondage il y a 2 jours. La majorité des Israéliens sont contre l'annexion. Contrairement à ce que le gouvernement, à ce que Netanyahou dit, la majorité en Israël est contre l'annexion. Ce sont des Nous ne sommes pas un grand parti, mais dans ce sujet-là, on représente la majorité des Israéliens. Donc, ce que je vous dis, moi, représente l'opinion des énormément des Israéliens. Et voilà, et ça, c'est une chose très importante. Il semble, ce qui apparaît dans les journaux, et vous êtes vous-même également journaliste, vous l'avez été, vous l'êtes, je crois qu'on le reste toujours. Vous avez lu à quel point l'annexion de la vallée du Jourdain semble quelque chose qui dérangerait peu les Israéliens en ce moment. Ils sont très peu préoccupés par ça. Ce qui les préoccupe principalement, ce sont les soucis économiques, le post-corona ou la crise du corona. Donc, vous dites que vous avez fait des sondages et que selon vous, pas selon nous, c'est selon la télévision israélienne. Selon la télévision. Donc, ce sont ces données-là que je voulais, selon ce que vous apportez, vous dites que la majorité s'y oppose, alors que si on entend les voix de la droite ou de la presse et des médias de la droite, on a l'impression que cela fait consensus et que cela ne déplairait pas et peu importe puisque les gens ne se déplacent pas et peu importe aux Israéliens. Dites-nous en fait comment vous voyez les données prises différemment par les télévisions. Quels sont les sondages auxquels vous vous référez? Et le problème, ce que nous faisons face, c'est que maintenant, à cause du corona, les gens s'intéressent moins aux sujets comme ça diplomatiques, politiques, et ils s'intéressent à la crise économique. C'est normal, ça se passe comme ça partout dans le monde, oui. Ce que nous essayons à faire, c'est de renforcer la connaissance, d'approfondir la connaissance des Israéliens sur les dangers de l'annexion. Voilà. Parce que les gens ne sont pas conscients à tous les volets. Par exemple, avec la Jordanie, il est clair, et le roi de la Jordanie a déjà parlé de ça, si Israël annexe la vallée du Jourdain, c'est plus ou moins la fin de l'accord de paix avec la Jordanie. Et les conséquences stratégiques pour Israël sont très graves. Alors, bien sûr que le gouvernement préfère à ne pas parler de ça. C'est notre rôle de souligner et de vraiment exprimer ce danger aux médias et partout. Et voilà, l'élément majeur maintenant qui pousse pour l'annexion, c'est l'entourage du président Trump. Et par exemple, l'ambassadeur des États-Unis à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est un acteur qui fait beaucoup de pression sur le gouvernement israélien d'exprimer, de faire l'annexion dans deux semaines. Mais voilà,
Et c'est à nous, c'est à vous, c'est à tout le monde d'exprimer une autre voix. Par exemple, en ce qui concerne la communauté juive française, aujourd'hui, en Israël, on n'entend que les représentants de la droite au sein de la communauté juive en France. Et je sais, par exemple, avec vous, parmi vous, il y a des gens qui pensent complètement différent, mais on ne vous entend pas, on ne vous entend pas assez. Par exemple, des représentants français m'ont dit que des dirigeants juifs en France font pression au gouvernement français de ne pas intervenir très ouvertement contre l'annexion. Ben voilà, il faut faire une pression de votre part, des organisations, de gens, des citoyens français qui sont pour la paix, pour dire que la France et l'Europe doivent se mobiliser contre ce danger parce qu'il s'agit d'un sujet international qui préoccupe l'Europe depuis toujours. Et voilà, il s'agit de nos relations entre Israël et l'Europe. Et voilà, ça c'est un exemple, ce qu'on essaie à faire, à vraiment promouvoir l'action de tous ceux qui sont intéressés à ce sujet. Alors oui, je sais que c'est difficile, je sais que les médias en Israël ne sont pas avec nous, je sais que Netanyahu n'est pas avec nous, je sais que le président Trump n'est pas avec nous, je sais, c'est très dur pour nous, mais on est vraiment convaincus que si on rate l'occasion maintenant, et si on laisse le gouvernement faire ce que l'ambassadeur des États-Unis ici attend, l'annexion de toute la vallée du Jourdain, l'annexion de toutes les implantations israéliennes, ça va être un cauchemar qu'après, il faudra des années pour corriger. Des années pour corriger. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Je sais que c'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour nous, c'est difficile, ça n'intéresse pas tout le monde, oui, je sais, mais c'est nécessaire si on aime Israël. Et moi, je suis patriote israélien, j'aime mon pays, je voulais un pays démocratique, prospère, moderne, ouvert, et avec l'annexion, tout ça sera perdu. Voilà. Alors, j'ai une dernière question à vous poser avant de passer à l'intervenant suivant. Vous dites que l'ambassadeur Friedman pousse pour l'annexion de la vallée du Jourdain. Vous savez aussi bien que moi qu'on entend des voix divergentes. Il y a aussi le gendre du président américain, Kushner, Jared Kushner et la fille. Ce sont d'autres voix. La question n'est pas celle-là. Vous dites l'annexion de toute la vallée du Jourdain, l'annexion de la Cisjordanie. Et si on se retrouve le 1er juillet, bon, la date n'est pas sacrée, on peut se retrouver aussi le 10 juillet avec Netanyahu, avec le Premier ministre Netanyahu. Admettons une situation où il annonce qu'il va annoncer la loi israélienne va être annoncée pour, par exemple, Gush Etzion, le bloc de Gush Etzion et la ville d'Ariel. Donc, ce sont des choses qui vont, comme si c'était des petites pilules au lieu de toute la vallée du Jourdain. Comment considérez-vous, est-ce qu'il pourrait choisir de faire ce qu'on est en train d'appeler maintenant une annexion light, une mini-annexion, petites choses, des choses qui pourraient passer parce que les gens, de toute façon, partout sur la planète sont occupés avec la crise du corona et la crise économique. Oui. Comment réagiriez-vous? Quel est votre plan si on se retrouve face à une annexion light aussi? Écoutez, madame, et c'est une erreur à considérer ce genre d'annexion comme une petite pilule. Il s'agit d'un précédent. Il y a le droit international. C'est interdit par le droit international d'annexer unilatéralement des territoires de quelqu'un d'autre. C'est un précédent dangereux aussi pour l'Europe. Regardez le problème de Chypre, ou de l'Ukraine, ou de la Géorgie. Ça se passe partout dans le monde, des situations comme ça. Si on accepte une atteinte comme ça contre le droit international, alors là, qu'allons-nous vous dire aux Turcs, par exemple, en Chypre? Donc, il faut résister toutes sortes d'annexions unilatérales. Écoutez, même nous,
les adhérents, les supporters de la paix, nous, dans notre carte, à nous, il y a Malé Domim, il y a Gush Etzion, mais en accord avec les Palestiniens, en négociation avec les Palestiniens, c'est-à-dire que les implantations avec le nombre le plus grand des Israéliens dans le territoire occupé, oui, elles seront peut-être annexées en accord avec les Palestiniens, que en même temps les Palestiniens ils gagnent leur propre État et ce sera un accord mutuel. Ce que le gouvernement voudrait faire maintenant avec l'aide des États-Unis, c'est de faire une démarche one-sided, unilatérale, chad-tzedadi. Et ça, c'est inacceptable, même s'il s'agit d'un seul petit village. Voilà. Donc, il faut pas, ça c'est une ligne rouge, il ne faut pas le briser. Et c'est très important à comprendre qu'il n'y a pas une petite annexion et une grande annexion. Chaque annexion va contre la base fondatrice de nos relations avec nos voisins. Et il s'agit depuis des dizaines d'années des accords. Un accord avec l'Égypte, un accord avec les Palestiniens, un accord avec la Jordanie. Tout est conclu dans un accord. Maintenant, c'est la première fois où on veut faire quelque chose comme ça qui va tout détruire. Alors, oui, je sais que pour des raisons de public relations, relations publiques ou toutes sortes de propagande, et il y a cette idée-là d'une petite annexion. Mais pour nous, c'est presque la même chose, parce que ça, c'est le précédent d'aller contre les droits internationaux. Et là, il faut absolument garder les droits internationaux, sinon, on est dans une... Et après, on annexe Malé Domim ou un autre village, une autre ville, et après, phase 2, phase 3, on aura des annexions suivantes. Alors là, il faut aller dans une autre direction, pas revenir à l'occupation militaire comme maintenant, mais renouveler le processus, renégocier l'accord avec les Palestiniens sur la base de deux États. Et les Palestiniens, alors là, on me pose toujours cette question, et ça c'est mon point final. On me pose toujours la question, est-ce qu'on a un partenaire? Est-ce que le président palestinien, c'est un vrai partenaire? Alors je vous dis, ce n'est pas mon partenaire idéal, ce n'est pas mon président, je ne l'ai pas choisi, ok? Mais il est notre voisin, il garde toujours la coopération militaire avec Israël, et c'est beaucoup mieux que l'alternative des extrémistes de Hamas et de l'islam radical. Donc je préfère faire ce deal avec Abu Mazen, il est prêt à le faire, et à mon avis, il faut voilà, rentrer à la voie de la paix. Derech HaShalom, ça c'est notre drapeau. Shalom, c'est devenu presque un mot sale dans la scène politique israélienne, mais oui, je vous dis que la solution, c'est la paix. Et c'est toujours possible. Voilà. Merci Nitzan pour le moment. Nous passons au deuxième intervenant, Shaul Arieli. Shaul Arieli est un écrivain, un journaliste et un chercheur sur le conflit israélo-palestinien. Colonel de réserve, il a préparé les négociations avec la direction palestinienne en tant que responsable des accords d'intérim nommé par Rabin. Donc, cela veut dire qu'il a une très longue connaissance des accords et des négociations. Il est donc un colonel de réserve depuis 2001 et il est un des pères de l'initiative de Genève et il est le référent, la référence pour tout ce qui concerne le terrain et les changements de terrain et ce que cela veut dire si on annexe, si on prend, si on déplace la ligne verte, si on change la frontière. Shaul Arieli n'est pas encore francophone. Nous essayerons de travailler cette chose-là pour la prochaine conférence, mais aujourd'hui, il parlera en anglais. Il parlera des conséquences économiques et sécuritaires de l'addiction. Et ensuite, nous poserons des questions. Si vous avez envie de poser des questions, envoyez-les à David. Shaul, the floor is yours. Thank you, Claudine. I will try to do my best, of course, with this presentation, and I would like to put it on.
First of all, what is, according to Oslo agreement, what is the situation now on the ground? As you can see this map, we have area A, the dark green area, 18% of the West Bank with 1.3 million Palestinians. The light green area, this is area B, a little bit more than 1 million Palestinians. Together, we have today 40% of the West Bank under the jurisdiction of the Palestinian Authority with more than 90% of the population. The rest of the area, area C, the white area, this is still running by Israel according to Oslo Agreement. And in this area, we have all Israeli settlers, about 440,000 people. What is the goal of the annexation, as we can see here, and the idea which Naftali Bennett came out with this 4 years ago, is to fulfill his dream to have Judea and Samaria under the Israeli sovereignty. This shows us the swift progression of the unilateral annexation from the right-wing minority to the high-priority action item of Netanyahu's agenda for the coalition government he has just formed. In other words, the Israeli government position since 1967, after Six-Day War, that the West Bank is disputed area which permanent status will be defined in negotiation and an agreement has been replaced by policy that the Prime Minister Netanyahu has called gradual annexation. We have so many different bills and plans for annexation part of the entire Area C, but the minimum annexation is about the envelope of Jerusalem. As you can see here, to annex to Jerusalem and Israel, Givat Ze'ev area, and Ma'ale Adumim area, and Gush Etzion block together with Betar Elit. We are talking only about 3% of the West Bank. But I can tell you that the second option, which is the possible option, according to what Prime Minister Netanyahu came out during the last election that took place in Israel this year, it's about annexation of 20% of the West Bank by annexing the Jordan Valley. The blue area that we can see here, it's not only the Jordan Valley, but this is also the eastern slopes of Judea and Samaria. This is the strategic area. And in the same time, Ayelet Shaked from the Jewish Home Party came out with her proposal on the right side to annex together also the Jordan Valley, together with the envelope of Jerusalem, which is all 23% of the West Bank. The maximum for any Israeli unilateral annexation is not more than 30%. Why? Because this is according to Trump vision. And Trump vision proposed to Israel to annex 30% of the West Bank. You see on the right side of this slide, you see the blue area. The blue area altogether, it's 30% of the West Bank, and this is the maximum for Israeli unilateral annexation. Means that we are not dealing anymore with the famous plan of the Jewish Home. Meantime, yes, to annex 60% of the West Bank, to annex all Area C to Israel. And here, I would like to show you what we call the domino effect of the annexation
And I believe that I understood a little bit what Nitzan said about this process. I would like to emphasize that although the process described here is linear, we don't know how long it will take, what the power of the consequences will be, and what their scope will be, because there are so many moderating factors as there are many accelerating factors. Some of the changes need necessary conditions. I will not list the things that appear in the full study that I did for the CIS, the Commanders for Israeli Security, and I published it in my last 3 articles in a Haaretz newspaper. So, sorry, something happened here. Okay, but we can start this process, but what we call the ignition point here, by annexing significant part of the West Bank, like annexing the Jordan Valley. And first of all, we can see again what is the Jordan Valley, annexation of 20% of the West Bank. I believe that in the first phase of this process, of this annexation, nothing will happen on the ground and everything will continue as usual. Israel will not implement its sovereignty and deal with the reactions of the Palestinian Authority, of the Arab world, and of course of Europe and other countries. Only after the situation is clamped down, Israel will begin to implement its sovereignty, mainly in the field of lands, water, and traffic. It means that Israel has the ability, according to the Israeli law, to confiscate the Palestinian private land, which is almost 23% of this area, the blue area. If Israel wants really to implement its sovereignty, it means that the Palestinians are not allowed to reach to the Israeli new area. Means that Israel has to build around the Palestinian localities like Jericho and like other 12 Palestinian villages in the west, in the Jordan Valley, to build a new barrier, a new fence, to open for them gates and checkpoints, to monitor their movement, to escort them to the rest of the West Bank. Just to know that all of this, it means additional borders to Israel of almost 600 kilometers, 2 times bigger than the length of the Green Line today. And what we have in the West, in the Jordan Valley, only 27 small, very small Israeli settlements as with less than 14,000 people. All this will lead us to the next stage. And the next stage, we are calling it the turning point. And it means the collapse of the Palestinian Authority. When I say collapse of the Palestinian Authority, I mean the loss of the central function for which it was established in Oslo Agreement. It was to be the link between the Israeli government and the Palestinian population until the final settlement. And this will be vanished. It means that Israel has to renew the civil administration and the military administration on Area A and Area B, means to take responsibility for the life of almost 3 million Palestinians. And the next step that we don't know how it will take, how long it will be,
But in the next stage, because of the pressure from the international community, from the Israeli public, from the Palestinian, Israel has to annex Area A and Area B. And this will be the point of no return. It means we can annex them and to give them in the first stage only the Israeli residency, as we did in East Jerusalem after 67 war, when we annexed East Jerusalem to Israel. But the next stage must be to give them the full rights, the Israeli citizenship. Otherwise, as we know, it will be as apartheid regime. And by giving the Palestinian, 3 million Palestinians, the Israeli citizenship, it means that this will be the end of the Zionist movement. Here we can see that this process will be followed, but many implications in the security, legal, diplomatic, social, and economic. I'm not going to describe everything of the potential implication, but first of all, no one can say exactly what the power of the annexation effects will be and how long it will take. However, we know to say how this could develop in the short and the long term in a way that harming the Israeli interest. Let's see, for instance, the security issue. When we are dealing with the security issue, we can say that we can face renewing the violence in the Palestinian territory. We are going to harm the military cooperation with Egypt and with Jordan according to the peace treaties that were signed in 1979 with Egypt and with 1994 with Jordan. I would like also to emphasize that there is no concrete need today to annex the Jordan Valley because there is no change in the regional situation. Even Iran is reducing its presence in Syria. I would like to show you here what we have according to the peace treaty with Egypt. We have 200 kilometers for strategic depth because Sinai Peninsula is demilitarized area according to this agreement. And not less important is the fact that we have one more strategic depth to the east. According to the peace treaty with Jordan, we have almost 370 kilometers for the strategic depth for Israel, because according to this agreement, the Jordanians are not allowed to sign military alliance with hostile countries to Israel. It means that the real security border of Israel, it's not the Jordan River, it's not this one, but is the eastern border of Jordan. And we are going to risk all of this because of the annexation, because we are going to harm the peace treaty with Jordan. And we know, of course, about the bilateral security activity also with the Jordanian army along the border with Israel, and also with the Egyptian army against the jihadist organizations in Sinai Peninsula. And also we have many other implications like in the economy area. And again, if we face this, the whole process, and Israel has to take responsibility for 3 million Palestinians living in the West Bank, it means that Israel has to add to its budget almost $50 billion a year. It means to harm the education system in Israel,
the healthcare system in Israel, the social welfare in Israel, and of course also the defense budget that we needed today because of the threat of Iran. But the most important implication of this process of unilateral annexation is about the demographic balance and the regime of the state of Israel. As we can see at this map, we are going in the end of this process to face one state reality or binational reality because between the Jordan River and the sea, we have today 52% non-Jewish population. And without Gaza Strip, it's almost 40% non-Jewish population. And this will lead us to change the Zionist priority about the three main goals of the Zionist movement. Because in the beginning, we really asked to achieve those three strategic goals: to be democratic state with Jewish majority on the entire mandatory Palestine. But because we have Arab majority in this area, and because the international community recognizes the right of the Palestinian people for self-determination in the land of Israel, the Zionist leadership over the last century always decided about the same priority: to be democratic state with Jewish majority and give up on part of the land of Israel. Today, by this unilateral process, unilateral annexation, we are going to change the vision of the Zionist movement by annexing this area to have the entire land of Israel, but it will not be democratic state, but apartheid or something like this. And this is the real issue that we have to consider before we are going to do something about annexation in the West Bank. Thank you. Thank you, Toda Rabba, Shaul. En reprenant certains points qui ont été donnés ici, qui ont été dits, je vais vous relire les points essentiels par rapport à l'annexion. D'abord, il est fort possible qu'il s'agisse d'une annexion graduelle, et si on pense aux trois zones autour de Jérusalem, qui sont le Gush Etzion, les quartiers de Jérusalem et Malé Adoumim, il s'agirait de 3% de la population, de 3% du terrain, avec une très grande population juive dans ces régions-là. C'est ce dont certains parlent. Mais récemment, il a été question de parler de l'annexion de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain qui serait même un programme vallée du Jourdain et les flancs des collines de Samarie. Si on prend ce que propose Netanyahou ou même ce dont parlait la ministre dans le temps, Ayelet Shaked, du parti Abait HaYehudi, il s'agirait donc de prendre plus de zones, pas seulement la vallée du Jourdain. Ce que démontre Shaul, c'est qu'il s'agirait donc de 23% de territoire dans ce cas-là. Et ce que démontre Shaul, ce serait un effet domino qui pourrait se passer rapidement ou plus lentement selon les conséquences immédiates de l'annexion. L'annexion pourrait également se faire en plusieurs phases, c'est-à-dire d'abord l'annoncer sans que rien ne change sur le terrain et puis lentement décider que comme la zone est annexée, Israël peut prendre possession des terres privées palestiniennes, ce qui était jusqu'à aujourd'hui une chose que Israël ne faisait pas, ou le faisait relativement peu et c'était débattu et le cas arrivait devant la Cour de justice. Pour en revenir à l'effet domino,
il pourrait y avoir donc des conséquences, une violence palestinienne, le démantèlement de l'autorité palestinienne, la reprise des régions. Et là, Shaul Arieli présente le coût de ce que cela représenterait pour la population israélienne, qui représenterait donc près de 15 milliards de dollars par année. Et cet argent-là serait pris à l'éducation et serait pris pour tout l'investissement dans la société israélienne. Alors, quand on parle de raison de légitimation sécuritaire pour annexer ces régions-là, Shaul Arieli apporte l'argument des accords existants. L'accord qu'Israël a signé en 1979 avec l'Égypte lui donne la profondeur de sécurité de toute la zone du Sinaï de 200 km. L'accord de paix signé avec les Jordaniens en 1994 apporte par certains endroits jusqu'à 370 km de zone de sécurité de profondeur. Donc, de dire qu'il faut la sécurité de la zone de la vallée du Jourdain pour assurer la sécurité d'Israël semble très étrange comme argument, d'autant que les accords signés avec la Jordanie sont un accord qui engage la Jordanie à ne pas signer d'accord avec des pays qui seraient des menaces pour Israël, en fait, d'avoir des relations qui ne seraient pas périlleuses pour Israël. Donc, de mettre en péril les deux accords signés, les deux accords de paix existants, est bien plus dangereux que de prétendre qu'il faut avoir la profondeur de la vallée du Jourdain pour assurer la sécurité d'Israël. Voilà encore certains points. Donc, la considération démographique également. Si Israël décidait de prendre ces zones-là, et ça ne se terminerait pas par la vallée du Jourdain, mais cela représenterait également d'autres zones de la région de la Cisjordanie, Israël se retrouverait avec une minorité de 48% de juifs sur la terre depuis la mer jusqu'au Jourdain. Et cela voudrait impliquer également que les votants devraient avoir le droit de vote, et si s'ils en étaient privés, on serait dans une situation d'état d'apartheid. Et il conclut en donnant les trois ellipses, la première étant le territoire, l'autre la population, et le troisième les principes de démocratie. David, tu veux intervenir? J'en entends pas. Donc, David, oui? Non, je ne veux pas intervenir, non. Je prends la question. D'accord. Donc, la population et les territoires feraient qu'il faudrait faire fi de la démocratie et ne plus pouvoir respecter les trois ellipses, les trois paramètres en même temps. Et donc, on arriverait à nouveau à l'état d'apartheid en Israël. Par rapport à la première question que j'aimerais poser à Shaul, c'est à ce stade, on n'y est pas encore. Mais vu que vous êtes un expert de terrain, vous étiez encore il y a quelques jours, vous êtes quasiment tout le temps sur le terrain, est-ce que vous avez déjà vu des changements sur le terrain qui annoncent que l'annexion va se faire et que qu'est-ce qui peut être annexé? Pas seulement sur le papier, mais sur le terrain de ce que vous avez vu. Est-ce qu'une séparation est-elle encore possible? C'est la première question. Shaul, first question that I want to ask you while we are taking questions from other people. Is it still possible to annex? No, sorry. The question is, there are talks about annexation, but have you seen on the ground already proofs that it's that is being annexed and that things are being done, that the separation will not be possible anymore? I can tell you that nothing is done on the ground. And as I mentioned before, we can decide about annexation of any area
within the 30% area listed by Trump, according to Trump vision. But as I mentioned, we have to distinguish between the declarative and the legal phase, because Israel in the first phase will not do anything on the ground to implement its sovereignty. Just as I mentioned, to absorb and to contain the reactions of the Palestinians and the other factors. So to prepare the annexation and to implement the Israeli sovereignty, we need more time. But we can do it if the Israeli government content to annex only the area on the west part or the west on the west side of the separation barrier, because we have already the security barrier, and by using this security barrier, we can monitor the Palestinian traffic and movement as we are doing now, and we can implement totally the Israeli sovereignty in this area, but still we are talking about not more than 4% of the West Bank. And we know that Bibi Netanyahu will not content with 4%, but he intends to annex at least 20% the Jordan Valley. Alors, la réponse de Shaul est que jusqu'à 30, la proposition du président Trump parle d'annexion possible jusqu'à 30% du territoire. Donc, c'est comme une marge jusqu'à laquelle le Premier ministre Netanyahou pourrait avancer. Donc, si cela se faisait, Netanyahou, s'il ne faisait que l'annexion de la partie à l'ouest de la barrière de sécurité, ce serait facile géographiquement, mais ce ne serait que 4%. À ce stade, la question était est-ce qu'il y a déjà des barres sur le terrain? À ce stade, ce n'est que déclaratif. Et d'après Shaul, la première phase sera déclarative avant qu'on passe vers d'autres phases. Il faut d'abord voir comment on peut contenir la réaction. Mais donc, d'après lui, Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou ne se satisfera pas de 4% uniquement. On va passer à vos questions. Première question, il y a toujours eu un consensus des travaillistes et du Likoud, depuis les travaillistes jusqu'au Likoud, pour que la vallée du Jourdain soit la frontière stratégique d'Israël. Qu'est-ce qui gêne dans le plan d'annexion? Est-ce que c'est le fait que ce soit unilatéral? Et deuxième question, pourquoi les estimations des Palestiniens qui seraient annexés varient de 90 000 à 300 000? Y a-t-il un risque de transfert? Voilà. La troisième remarque, c'est que pense le leadership militaire? Tous les généraux et toutes les personnalités militaires à qui on pose des questions s'opposent au plan d'annexion. Ce sont même les personnes qui ont travaillé de façon le plus rapprochée du Premier ministre ne sont pas de cet avis, et les deux chefs d'état-major qui en ce moment dirigent le parti Kahol Lavan ne sont pas du tout enthousiastes par rapport à cette annexion. Mais pour en revenir aux questions que je vais poser maintenant à Shaul en anglais, Shaul, 2 more questions, please. There is a consensus from the Labour Party till the Likud Party about annexing, about the Jordan Valley to be the strategic frontier of Israel. What is the problem with the plan of annexation? Is it that it is unilateral? This is the first question. The second question is the estimation of the Palestinian that would be annexed in the various plans are between 90,000 and 300,000. Is there a risk of transfer? And my third question is, who knows what Prime Minister Netanyahu has in mind? Does he have maps? Has anyone seen maps? Writing a map is so complicated. Writing a map includes not only the city,
but the roads to the city, the transportation to the city, the location, the terrain to that, who is drawing maps? You are such an expert in maps. Who has this finesse around Prime Minister Netanyahu to take not only in consideration Israeli needs, but also Palestinian needs? So 3 questions. 1, is it a problem of unilateral? 2, numbers and risk of transfer? And Mr. Maps, what about the maps? Okay, I will start with the third questions, because as we know, no one except maybe Benjamin Netanyahu saw this map, not even the Minister for Defense of Defense and not also Minister for Foreign Affairs. They are waiting for this map. And we know that even the Israeli army, it's not part of this process. We don't have Israeli officers as a members in this committee that prepare this map. So we have to wait. And really to prepare an accurate map and to take under consideration all factors that can affect the fabric of life of the people near the border, it's a really a huge challenge for this stream. About the Jordan Valley, I just want to remind you that the Jordan Valley became as a security buffer zone for Israel. It's happened only after 66-day war, after 67 war, because of the fear of the Israeli government of a potential Eastern Front, which included Syria, Jordan, and Iraq. It was about land invasion to Israel via the West Bank. But as we know, the situation today is totally different. We have peace treaty with Jordan, which is very important because of the military cooperation and coordination, and what I already mentioned about the strategic depth. We know what is the situation in Syria today. Syria is totally crushed because of the civil war over the last decade, and the same apply for Iraq. So we don't need today the Jordan Valley for security, and we are going to risk all of this, even we have a good answer for the security Israeli needs according to the peace treaty with Jordan. And what about the last question about transfer? We know that according to Trump vision, we are not going to annex, Israel is not going to annex the Palestinian villages. There will be enclaves. According to this plan, and I did this research recently, we will see 43 Palestinian enclaves all over the West Bank in the area that will be annexed to Israel with more than 100,000 people. But here and there, we have small communities, Palestinian communities in this area. And I think that Israel will transfer them from this area because Israel don't want to give them the Israeli residency or even, of course, not the Israeli citizenship. Thank you, Shaul. Merci. Dernière question. Est-ce que le leadership sécuritaire a dit ce qu'il pense du projet? Has the security establishment said what he thinks about this project? Yes, of course, because the Israeli military establishment, the security establishment is aware to the implications that we will face because of the unilateral annexation, especially harming, again, the good relationship that Israel has with Jordan and with Egypt. And also the implication on the military budget. And we know that General Kochavi
came out with his plan how to strengthen the Israeli army and to prepare it for the real threat from the Iranian area. And such a unilateral step will harm this plan and will harm the security budget. So we know what is the position of the security establishment of the State of Israel. They are against the idea of annexation. Thank you, Shaul. And I heard also this morning a general telling me that not only against the annexation, but against turning the Israeli army into an army that would be operative so much with annexation as well. Both sides of the coin. Yes. Yes, of course, because, you know, to protect the new borders, which will be more than 600 kilometers, to escort the Palestinians from their enclaves to the Palestinian Authority, to defend the new border between Israel and Jordan, and many others security needs, will stick the Israeli army or will enslave the Israeli army for the annexation process. And this is really what General Kochavi doesn't want to see. Dear Shaul, thank you very much. It was very interesting. We thank you for the English part. Nous remercions Shaul pour sa partie en anglais. C'était très intéressant, parlant également des militaires et de la partie sécuritaire. And we move back to French. Et on repasse au français. Thank you very much, Shaul. Et on passe la parole à David. Oui, juste une petite intervention. D'abord, j'avais omis de dire que la réunion que nous organisons, nous la co-organisons effectivement, JCOL et la paix maintenant. C'était mis dans les invitations, mais enfin, je tiens à le redire. Et d'autre part, sur le site de la paix maintenant, vous pourrez trouver beaucoup d'articles de Shaul Arieli que l'on a traduit en anglais, en français, et que vous pourrez donc lire et compléter ainsi tout ce qu'il a pu dire. Et enfin, la réunion était enregistrée, donc ça je le redirai aussi à la fin. On mettra toute la réunion à la fois sur les pages Facebook et sur les sites à la fois de la paix maintenant et JCOL. Voilà, je te rends la parole, Claudine. Merci. Alors, à présent, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir d'écouter l'intervention du professeur Eli Barnavi, professeur émérite d'histoire de l'Occident moderne à l'Université Tel Aviv, ancien ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002 et directeur du comité scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Intellectuel, essayiste, engagé dans les débats sociétaux en Israël, ouvert sur le monde, intervenant recherché, il a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages et tout à l'heure, en relisant ça, je suis encore allée trouver un des ouvrages que j'avais très facilement accès à, Tuez-les tous, la guerre de religion à travers l'histoire du 7e au 21e siècle. Fort malheureusement, ce n'est pas limité dans le temps. Cher professeur Barnavi, je vais vous poser une question pour lancer le débat. Israël peut annexer politiquement et militairement la Cisjordanie. Le consensus au sein de la population israélienne est large, même si Nitzan Horowitz nous a dit que bien moins que ce qu'on veut nous faire croire. En troisième point, le président américain ne semble pas s'y opposer. Pourquoi est-ce que Netanyahou ne devrait-il pas agir? Écoutez, je ne sais même pas où commencer. Vous savez, cette histoire d'annexion est tellement irrationnelle, elle est tellement absurde qu'il est extrêmement difficile de l'aborder avec les outils de la raison. Et l'un des problèmes avec ce genre d'initiative, qui est complètement folle, et que lorsque l'on la dissèque, lorsque l'on l'enterre sous des montagnes de mots, il finit par se banaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, Trump apparaît à la télévision et dit tous les jours quelque chose plusieurs choses absurdes. Et on finit par s'habituer, on finit par être médiatisé, si vous voulez.
Et il en va de même avec ce projet d'annexion. Je vais vous donner juste un exemple. Imaginez une situation où l'ambassadeur des États-Unis, qui est un juif orthodoxe d'extrême droite, il est en train de négocier entre les deux partenaires de la coalition, le Likoud et le Kahol Lavan, pour arriver à une attente entre eux. Vous suivez, l'ambassade des États-Unis n'a rien de mieux à faire que d'essayer de jouer le médiateur entre les deux moitiés du gouvernement israélien pour pouvoir pousser l'annexion et tout cela, évidemment, sans demander l'avis à la partie palestinienne qui devrait être tout de même, d'une manière ou d'une autre, impliquée dans cette affaire-là. On en est là, c'est-à-dire qu'on est dans une situation tout à fait ubuesque. Et vous avez dit dans votre introduction qu'il y aurait un consensus parmi les Israéliens. Il n'y en a pas. Dans le sondage dont parlait Nitzan, il y a 3,5% des Israéliens, vous m'entendez bien, 3,5% pour lesquels l'annexion est une priorité. Tous les autres s'en moquent comme de la première chemise. 3,5%. Par ailleurs, quand on leur pose la question, il y a une majorité contre. Il y a près de la moitié des électeurs du Likoud qui sont contre. Il y a une forte majorité pour dire qu'il faut un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle de lavage de cerveau, plus de la moitié des Israéliens pensent qu'il faut un État palestinien et 65% disent qu'il faut que nous négocions avec les Palestiniens une sortie par le haut de la crise. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont vous considérez cette affaire, on est dans une situation complètement folle et qui moi, me rappelle l'histoire chassidique de la chèvre. Vous savez, faites rentrer la chèvre, faites sortir la chèvre. C'est-à-dire qu'elle a un sens, comme le notait un observateur israélien, à un sens, Netanyahou a gagné parce que jusqu'à maintenant, on demandait à Israël de consentir à des concessions pour faire la paix avec les Palestiniens. Maintenant, on ne lui demande plus que n'est pas annexé. C'est-à-dire que comme si tout ce qui était avant était déjà acté. Même s'il n'y a rien, et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'annexion, même s'il n'y a rien, quelque chose se sera passé là qui aura permis de considérer l'occupation comme la normalité de la situation et l'annexion comme quelque chose d'anormal. C'est-à-dire que l'affaire, même de ce point de vue-là, est catastrophique. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entendais, mais j'étais devenue, j'avais plus le son. La situation est catastrophique, absolument. Donc, en fait, la situation, les sondages montrent que les gens ne se sentent pas concernés par ce sujet-là en ce moment. Et la question que j'ai, c'est les sondages montrent qu'une majorité s'oppose à l'annexion. Mais la droite dit avoir une majorité à la Knesset. Est-ce dû à la participation de Kahol Lavan au gouvernement? Oui, bien entendu, c'est dû à notre système électoral, c'est dû à l'apathie du public, c'est dû au fait que Netanyahou est au pouvoir depuis tant de temps. Vous savez, c'est le Premier ministre qui aura été au pouvoir le plus longtemps, plus que Ben Gurion, et que les gens ont l'impression de vivre bien, du moins jusqu'à cette crise économique que le monde entier a subie, qu'il occupe une place énorme au centre de l'échiquier politique et qu'il n'a pas face à lui d'adversaire sérieux. Comme vous l'avez bien noté, l'opposition est complètement émiettée et le chevalier blanc de l'opposition contre Netanyahou, Benny Gantz, a explosé en vol. Et dans cette configuration, vous avez quelqu'un qui en quelque sorte mobilise le débat national, fait ce qu'il veut, annonce des plans qui n'ont ni queue ni tête, et les gens courbent la tête parce qu'ils n'ont pas d'abord parce qu'ils ne s'intéressent pas, puis parce qu'ils n'ont pas de solution de l'échange, et parce que lui-même, dans son parti, qu'il a complètement
qu'il a complètement vassalisé. Il n'y a personne pour s'opposer. Netanyahu fait au parti Likoud exactement ce que Trump a fait au parti républicain. Si vous suivez les affaires américaines, vous voyez qu'il se passe quelque chose de très étrange. Il y a un grand parti national, un parti historique, le parti de Lincoln, excusez du peu, qui a été complètement lobotomisé par le président. Il n'ose pas s'opposer, même à des choses qui sont tellement scandaleuses qu'elles devraient au moins susciter l'indignation des membres les plus lucides de l'administration américaine. Or, ce n'est que lorsqu'ils quittent la Maison-Blanche qu'ils prennent la parole. C'est-à-dire, avant, ils sont complètement vassalisés. Et il se passe la même chose en Israël. Vous savez, l'homme a transformé le Likoud à une bande de pleutres. Ils sont là, soit ils n'osent rien dire, soit ils l'adorent. En tout cas, ce n'est plus un parti politique, c'est une clique. Et donc, dans ces conditions-là, on peut imposer à l'opinion des politiques dont l'opinion ne veut pas, qu'elle ne comprend pas et dont elle se moque pas mal. Et donc, ce serait une erreur de conclure des scores électoraux de Benjamin Netanyahu une quelconque adhésion à sa politique. Il n'y a pas d'adhésion à sa politique. Mais il n'y a personne pour relever le gant et dire voilà ce qu'il faudrait faire. Si vous entendez le discours de Kolavan, c'est une espèce de Likud light. Ils ont peur de leur ombre et on a du mal à entendre de Benny Gantz le moindre mot, le moindre projet politique, la moindre position. Il est en train de devenir lui aussi une espèce d'ombre du Premier ministre. C'est tragique parce que politiquement, c'est pourtant là que tout devrait se jouer. Et tout cela pour dire, si vous permettez encore quelques phrases, tout cela pour dire que l'affaire ne se jouera pas en Israël, annexion ou pas annexion, et que c'est la nature de l'annexion, que c'est son ampleur, mais à Washington. Et à Washington, il y a un véritable bras de fer autour de Trump, entre ceux qui poussent les feux de l'annexion, à la tête desquels se trouve l'ambassadeur Friedman, et ceux qui veulent garder un peu de raison parce qu'ils ont peur de se couper du monde arabe, notamment des pays du Golfe. Et c'est Jared Kushner que vous avez mentionné. Le cocasse de la situation étant que nous sommes obligés maintenant de voir en Jared Kushner une espèce de rempart contre la folie à l'œuvre aujourd'hui. Deux autres questions déjà. La première, vous semblez dire que vous dites que, à votre sens, l'annexion n'aura pas lieu ou la déclaration n'aura pas lieu. Vous ne voyez pas les choses se faire? Je ne dis pas que la déclaration n'aura pas lieu. Je dis qu'il n'y aura pas d'annexion pour la bonne raison que rien n'est fait. Vous l'avez noté vous-même. On est à 2 semaines de la date fatidique. Il n'y a pas une carte. Et ce n'est pas seulement parce que Netanyahu ne veut pas la montrer. Il l'ignore lui-même. L'extrême droite est furieusement déchirée. Vous savez que ce qui est intéressant, c'est que en fait, le plan Trump est rejeté aux 2 bouts du spectre politique, par la gauche libérale et par l'extrême droite des colons qui n'en veulent pas parce qu'ils prévoient quand même une sorte d'État palestinien. Et au milieu, tout le monde s'en fout. Et donc vous avez ces situations bizarres qu'il prépare quelque chose dont il n'a pas la moindre idée. Il n'y a pas de carte et ce n'est pas pour rien parce que les Américains n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais aussi parce que pour dessiner ces cartes, il faut l'accord de tout le monde, de l'armée, mais aussi des colons. Et les colons veulent le plus possible d'annexion. Donc, personne n'est d'accord avec personne. Et donc, dans ces conditions. Et puis, il faut dire que le monde s'organise. C'est-à-dire l'Europe, qui n'est pas toujours très efficace dans ces cas-là. La fin là, pour elle, c'est le franchissement du mur rouge, pour des raisons dont Nitzan a déjà parlé. Vous savez, si on avale cette couleuvre-là en Israël, comment faire pour continuer à imposer des sanctions à la Russie parce qu'elle a annexé la Crimée? C'est très compliqué. Là, il s'agit non plus d'une espèce de statu quo avec lequel on peut vivre plus ou moins bien. Il s'agit de formaliser une situation insupportable
Et à ce moment-là, dès lors que vous la formalisez, ce sont les valeurs même de l'Europe, constitutives de l'Europe, qui sont en jeu. Donc, il va y avoir des répercussions. Il y a les Arabes, on a parlé de la Jordanie, on n'a pas parlé des États du Golfe, on n'a pas parlé des pays qui ont une soif de normalité extraordinaire avec Israël, qui ne demandent que ça, pour des raisons que nous connaissons tous, mais qui ne pourront pas ne pas réagir. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Il y a quelques jours, l'ambassadeur des Émirats unis à Washington, à Taïba, a publié un article dans Yediot Achronot, première page, pour s'adresser aux Israéliens par-dessus la tête de leurs dirigeants et pour leur dire, oui, nous voulons la normalisation, nous voulons des relations plus chaleureuses avec Israël, mais si vous annexez, nous ne pourrons pas le faire. Et que là, il y a tout un ensemble diplomatique dans lequel Israël s'insère, qui est de plus en plus ouvert, il faut dire, pour Israël, et que nous mettons en danger pour un coup politique et idéologique qui n'a aucun sens. Et je parle des coups idéologiques à dessein, parce que personne ne parle de sécurité. Vous savez, quand vous entendez les discours de la droite, personne ne dit qu'il nous faut se annexer pour des raisons de sécurité. Personne. Ce qu'ils disent, c'est la terre de nos ancêtres, nous avons le droit de le faire et nous le ferons. Et donc, nous sommes là dans le domaine de la foi, non pas dans le domaine de la raison politique. Merci, Elie. On va passer maintenant à la réaction que va prendre Nitzan pour après revenir vers vous encore, puisqu'à présent, on a des questions qui nous arrivent par Zoom. Maintenant, Nitzan va réagir à tout ce dont il a envie de réagir et on va reprendre après. Je vous en prie, Nitzan. Oui, écoutez, merci. Écoutez, ce qui est important à comprendre, c'est que la décision n'est pas encore faite. Okay? On ne connaît pas encore les dimensions de l'annexion, les frontières, il n'y a pas encore de carte. C'est-à-dire, les carottes ne sont pas encore cuites. C'est-à-dire, il y a encore une place de manœuvre pour changer la décision de futur. Donc, l'opinion publique israélienne est partagée. Le gouvernement israélien est partagé. Le monde est partagé. Donc, il faut réagir. Et on peut changer la décision à la fin. Si on réagit maintenant, je vous donne un exemple. Je connais Gantz personnellement et aussi Benny Ashkenazi. Ce sont les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Deux postes très importants au sein du gouvernement israélien. Alors, eux, personnellement, ils sont contre l'annexion. Ils sont contre l'annexion. À cause des raisons politiques, à cause de leur peur, que Netanyahou fait sauter le gouvernement et annonce des élections anticipées. Alors là, ils sont comme ça réservés en ce qui concerne leur objection à l'annexion. Ce qu'ils ont besoin, c'est de voir les amis d'Israël, les supporters de la paix en Israël, en dehors d'Israël, se mobilisent contre l'annexion. Alors là, comme ça, ils pourront venir à la table du gouvernement et dire à tout le monde, et voilà, regardez, sauf l'ambassadeur des États-Unis, tout le monde, littéralement, tout le monde est contre cette démarche destructive. Et on peut le bloquer. Alors, si ils ne le font pas, si l'Europe reste silencieux, si tout le monde ne fait rien, ne font rien, alors là, il y aura une annexion. Ça, c'est le but de Netanyahou, c'est le but des colons extrémistes. Ils se sentent comme quoi il y a maintenant une fenêtre d'opportunité, un espace de chance historique pour réaliser la rêve éternelle de notre terre promise par Dieu, etc., etc. Mais comme la décision n'est pas encore faite, et vous avez, Claudine, posé la question, est-ce que l'armée ou le ministère de la Défense prépare des cartes? Non, parce que la décision sur les dimensions de l'annexion n'est pas encore faite. Donc, on ne sait pas de quoi il s'agit. La décision dépend de nos réactions à nous, pas seulement nous, la gauche israélienne, mais vous, les communautés juives dans le monde,
les acteurs internationaux, l'ONU, la France, l'Europe, et Carole Lavan, Gantz, etc., les partis travaillistes au sein du gouvernement, tous ces gens-là, tous ces éléments-là sont extrêmement importants maintenant pour faire bouger le gouvernement et arrêter, empêcher l'idée vraiment folle, comme le professeur Barnavi a dit justement, l'idée folle de l'annexion. Donc, c'est encore possible et ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Et si la communauté juive en France exprime une autre voix, pas seulement la voix de l'extrême droite qu'on entend souvent venant de Paris, alors là, ça peut nous aider. Ça peut nous aider, la gauche en Israël, à faire bouger les choses, à dire au Gantz, au monsieur Gantz, ministre de la Défense, bah regardez monsieur Gantz, les Juifs en France, comme les Juifs aux États-Unis, par exemple, sont contre l'annexion. Pas tout le monde est comme l'ambassadeur Friedman et supporter des colons, supporter des implantations. Non, il y a d'autres voies. Et on sait, par exemple, au sein de la communauté juive aux États-Unis, 90% des Juifs américains sont contre l'annexion et sont pour le renouvellement du processus de paix. 90%. OK? 90%. L'ambassadeur Friedman représente une majorité minuscule au sein de la communauté juive aux États-Unis. Mais c'est l'ambassadeur en Israël, c'est l'ami de Trump, etc., etc. C'est un ami de Netanyahou. C'est lui, avec Netanyahou et avec les colons, qui a créé ce plan Trump et qui est maintenant sur la table. Mais même par le plan Trump, on parle d'un État palestinien. Mais ce que le gouvernement israélien fait maintenant, c'est de parler seulement sur la phase initiale de l'annexion et c'est tout. Et ils font ça pour empêcher le futur État palestinien. Alors même à l'administration américaine, il faut dire, ce n'est pas votre idée. Ce que l'ambassadeur Friedman parle maintenant en Israël, ce n'est pas l'idée du plan Trump, parce que le plan Trump parle aussi d'un État palestinien. Et ce qu'ils font maintenant, c'est se faire tout ce qu'on peut pour empêcher l'État palestinien. Donc ça va contre l'idée de Trump de faire comme ça la solution de deux États. Et alors là, et c'est très important de souligner ça. Je dis, il y a encore du temps pour changer la décision. Une autre question qu'on a et qui résonne également dans ce que disent certains en Israël, nombreux en Israël, parfois dans la presse israélienne, c'est, en Israël, on appelle ça un spin. Est-ce que le Premier ministre Netanyahou souhaite occuper les esprits avec d'autres choses que ces problèmes juridiques et ces problèmes de droit? Est-ce que vous avez une idée si cette question d'annexion n'est pas un moyen de distraire le public des problèmes, de dévier le public des problèmes juridiques de Netanyahou? Voilà une question que nous pose. Peut-être. Et alors, peut-être. Et si ce n'est pas vrai? Et s'il y a vraiment une intention d'annexer les territoires, alors quoi? Alors, après un mois, dans un mois d'août ou mois de septembre, je vais vous dire, non, j'ai rien fait parce que j'ai cru que s'il s'agit d'un spin. Qu'est-ce que c'est comme réponse? Qu'est-ce que c'est comme plan d'action? Moi, je ne peux pas baser l'action de mon parti politique et de mon camp politique sur l'hypothèse que c'est peut-être un spin. Peut-être c'est un spin, tant mieux. On va se réveiller mois de juillet, rien sur le terrain, tout va disparaître, pas d'annexion. Ben voilà, je vais être très content. Et si ce n'est pas le cas? Et si les colons sont sérieux? Moi, j'ai rencontré les conseillers de Trump et ils sont extrêmement sérieux. On sait qu'ils concernent leur intention d'annexer. Ils disent que peut-être au mois de novembre, Trump il ne sera pas réélu. Il ne sera pas réélu. Donc, on a quelques mois, ce qu'ils disent, les conseillers de Trump, de faire cette démarche historique, messianique, vraiment, faire ce que Dieu nous a commandé et d'annexer les territoires, voilà, la Samarie, la Judée, etc., etc. Et voilà. Donc, je ne peux pas baser mes actions sur l'hypothèse peut-être un spin. Si c'est un spin, tant mieux, on sera ravis.
Si ce n'est pas un spin et on fait rien maintenant, on regrettera profondément de ne rien faire parce qu'on a cru que c'est un spin. Donc, moi, j'accepte pas ça et je fais tout ce que je peux et basé sur l'hypothèse que c'est sérieux et qu'ils font des démarches diplomatiques, politiques pour réaliser leurs rêves. Et ça, c'est une rêve. Quand on parle aux colons, c'est une rêve. Aujourd'hui, un de membres de la Knesset, un de mes collègues de l'extrême droite, a écrit « C'est un message de Dieu ». Nous faisons ce que Dieu nous a commandé à faire. Et donc, bon, quand on parle de gens comme ça, qui entendent Dieu tous les jours, alors là, que dire? Bon, alors là, il faut dire ce que nous pouvons faire. Et ben voilà, c'est de mobiliser tout le monde, pratiquement parlant, tout le monde pour empêcher cette démarche. Voilà. Je pose d'autres questions encore. Au vu de vos analyses, au vu de ces analyses de ce soir, peut-on se demander pourquoi Netanyahou veut annexer? Quel est son intérêt? Et en lisant cette question, j'ai l'impression également qu'on a affaire à un fils d'historien, non seulement à un homme politique. Et peut-être que vous pouvez tous les deux répondre. Quel est l'intérêt de Netanyahou de lancer tout cela? D'abord, et je permettrai Elie de continuer. Et vous avez raison. À mon avis, Netanyahou est aussi un idéologue de l'annexion de territoires occupés. Son père, comme vous dites, sa famille, son fils, l'entourage de ses conseillers, ce sont des gens religieux qui croient profondément à cette occasion, disons, historique de faire une démarche pour vraiment être dans l'histoire, entrer dans l'histoire avec cette démarche que lui, au bout de 3000 ans, lui, il va faire tout ça. Bon, oui, c'est possible. Je connais des gens qui pensent comme ça. Je ne suis pas sûr si Netanyahou est à 100% comme eux, mais oui, aussi, à lui, il parle d'une isdamnout historique, occasion historique, c'est lui-même qui en parle. Donc, je peux supposer que ce sentiment, disons, biblique se trouve chez lui aussi. Et ce n'est pas seulement des raisons de distraction, ce n'est pas seulement des raisons géopolitiques. En ce qui concerne Trump, c'est aussi ces raisons, disons, religieuses et historiques, bibliques, messianiques, et qui sont dans la Terre Sainte. Ici, c'est la Terre Sainte. C'est God is in the air, you know. So, il y a des gens qui pensent comme ça. Et voilà. Et c'est ça le problème. Donc, il y a aussi un mouvement chrétien aux États-Unis, Evangelical Movement, le mouvement évangéliste. Ce sont des gens qui sont très proches aux colons et qui partagent leur idée à annexer les territoires, à chasser les infidèles, à le renouvellement du royaume de Christ, etc., etc., des idées comme ça, le retour du Messie, etc., etc. Et donc, ce mouvement-là, aux États-Unis, les mouvements extrémistes chrétiens évangélistes, et comme ça, encourage Netanyahou et les colons à faire cette démarche. Et voilà. Et donc, ce sont aussi des gens qui adhèrent au message dit biblique. Et absolument, ça, c'est un élément au sein du débat. Oui, c'est pas seulement un débat diplomatique, économique, militaire, c'est aussi un débat religieux pour ces gens-là. Oui. Merci Nitzan. Et Elie, vous êtes historien, vous êtes diplomate, vous êtes expert des religions. Rebondissez, dites-nous votre vision, votre analyse de ce que vous venez d'entendre aux questions qu'on a posées. Moi, je pense que le débat sur le territoire, enfin, pour les gens qui veulent garder
les territoires, qui veulent annexer les territoires, c'est le seul argument. C'est pour ça qu'ils ne parlent plus de sécurité. Et c'est d'ailleurs le seul argument que l'on puisse entendre, même si on ne le comprend pas. Il y a des gens, comme l'a dit Nitzan, qui veulent garder ce territoire parce que c'est une promesse divine. Et ça ne se discute pas. C'est pour ça que d'ailleurs Netanyahou a renoncé en fait aux voies juives américaines. Et ça ne l'intéresse plus parce qu'il sait que là-bas il a perdu la partie. Et il a, en contrepartie, il a les évangéliques américains qui eux sont des dizaines de millions et qui sont donc mus par un sentiment profondément religieux. Ce n'est pas le cas de Netanyahou. Netanyahou n'est pas un esprit religieux. C'est un pur laïc, c'est quelqu'un qui ne croit ni en Dieu ni au diable, mais qui a une dimension idéologique, qui est un homme de droite, d'extrême droite même. Mais je crois très profondément qu'en l'occurrence, c'est un spin. Mais peu importe si c'est un spin ou pas, le résultat est le même. Et moi, je ne vois pas de contradiction entre ce que vous appelez un spin et une véritable volonté de réaliser l'annexion. On peut faire les deux. Il n'y a pas forcément de contradiction. Mais il est évident, et ça, vous soulevez là un point qui est très important, dans le débat sur les territoires, dans le conflit qui nous oppose aux Palestiniens, il y a une dimension religieuse évidente. Et le conflit qui a commencé comme un conflit national, mouvement national contre mouvement national, deux nations qui se battent pour un même bout de terre, a évolué depuis la guerre des 6 jours et surtout après la guerre du Kippour et de plus en plus à un conflit qui a une dimension religieuse évidente. Les gens s'accrochent à ce territoire parce que c'est une promesse divine. Et nous, la gauche israélienne n'a pas su relever ce défi. Nous n'avons pas été très bons là-dedans. Nous avons laissé faire, en partie par manque d'arguments, parce que lorsque vous parlez avec ces gens-là, il est extrêmement difficile. Ce sont des discours à des niveaux complètement différents, mais aussi par une espèce de timidité, par une espèce de respect par rapport à ce discours. Vous savez, il y a aussi cette dimension-là. Nous n'avons pas su opposer au fou de Dieu notre propre idéologie, notre propre folie. Je dirais les choses un peu autrement, nous n'avons pas su ériger notre propre religion civique, de la démocratie, des droits de l'homme, des sionistes raisonnables. Nous n'avons pas su ériger cela à une véritable religion civique. Et donc, face à eux, nous avons été un peu démunis. Et je ne sais pas si c'est rattrapable. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons besoin d'alliés. Nitzan a parfaitement raison. Nous avons besoin d'alliés institutionnels, européens et autres. Nous avons besoin d'alliés dans la diaspora. Et nous nous sentons très seuls parce que les Juifs comme nous, le plus souvent, se taisent. Alors, ils se taisent de moins en moins. On ne les entend pas assez. C'est un autre drame qui se passe surtout aux États-Unis. La jeunesse juive se détourne d'Israël à cause de ce qui se passe. Nous les intéressons de moins en moins. Et donc, là encore, nous allons perdre beaucoup d'alliés parce qu'il faut absolument que la jeunesse juive, que le public juif en général, se sente concerné par ce qui se passe là-bas et nous aide parce que nous ne sommes pas majoritaires dans notre propre pays. Quel rôle pourrait jouer quel rôle pourrait jouer la diplomatie encore dans la situation actuelle, professeur Barnavi? Énorme. La diplomatie peut jouer un rôle énorme. Je vais donner un petit exemple. Il y a quelques années, lorsque on était en négociation avec l'Europe pour ce qu'on appelle l'horizon 2020, c'est-à-dire le programme très ambitieux et très coûteux de coopération scientifique et technologique, qui est pour nous essentiel. Il s'agit de sommes faramineuses. Et les Européens ont dit, écoutez, nous voulons bien vous accueillir, vous avez beaucoup à nous donner, c'est très bien que vous soyez là, mais pas un euro de ce programme ne peut aller dans les territoires. Les Israéliens ont dit non, ça ce n'est pas possible, nous n'allons pas accepter cela. Les Européens ont dit bon, vous ne voulez pas accepter, vous ne serez pas membre du club. Eh bien, Israël a reculé. Ils ont signé très officiellement un accord
selon lequel des fonds européens n'iront pas au-delà de la ligne verte. C'est-à-dire que quand l'Europe veut obtenir quelque chose, quand les États-Unis veulent obtenir quelque chose, ils l'obtiennent. Encore faut-il qu'ils le veuillent. Et je pense que la diplomatie pourrait jouer là un rôle essentiel, un rôle déterminant, si seulement l'Europe parvenait à parler d'une seule voix, si l'Europe s'organisait, je pense que oui, ils auraient un poids tout à fait déterminant. Et nous sommes quelques-uns à Israël qui essayons de convaincre les acteurs européens de s'impliquer davantage. Ce n'est pas vrai que l'Europe est démunie face à cela. Le problème, c'est que, pour des raisons historiques évidentes, l'Europe est très timide face à Israël. Je vais vous donner encore un exemple, si vous me permettez. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères allemand est venu en Israël, Heike Maas. Les Allemands sont très timides avec Israël, comme vous le savez, pour des raisons évidentes. Heike Maas devait aller aussi dans les territoires palestiniens. Et les Israéliens ont dit non, vous ne pouvez pas y aller à cause du virus. Vous n'avez qu'à parler au téléphone ou par Zoom. Il a dit OK. Or, lui-même, alors, vous pouvez y aller, on leur a dit, mais après, vous entrez en isolement pendant 2 semaines en Israël. Alors qu'il est venu d'ailleurs, alors que des milliers de gens franchissent la ligne verte tous les jours dans les 2 sens, on lui a imposé quelque chose pour l'humilier et il a accepté sans même lever un sourcil. Et si Heiko Maas représente la diplomatie européenne dans la région, alors l'annexion a encore de beaux jours devant elle. Je vais vous poser 2 questions politiques, Nissan. La première est, quelle est la position des Arabes israéliens et des Palestiniens qui ne sont pas enthousiastes par le plan Kouchner? Et la deuxième chose, comment comprendre la position de Gantz? Comme il nous reste du temps, mais pas énormément de temps puisqu'on a déjà un bon moment ensemble, est-ce que vous pouvez répondre pour qu'on ait encore du temps pour d'autres questions? Oui, merci. Je vais être très court parce que ce sont des questions plus ou moins simples. Et les Arabes israéliens et la liste arabe commune au sein de la Knesset, ils sont nos partenaires à nous et la gauche à combattre l'annexion. Donc, par exemple, il y a 1 semaine et demie, on a fait ensemble une grande manifestation à Tel Aviv, à Square Bean, et voilà, et on a fait ça, Meretz et le parti arabe ensemble. Et voilà, donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose est la position de Gantz. Comme Gantz, il aimerait que Netanyahou garde le gouvernement et lui transmettre le pouvoir dans 1 an et demi. Il a peur de faire vexer Netanyahou et de faire sauter le gouvernement, comme Netanyahou menace tous les jours. Donc c'est pour cela qu'il reste timide, silencieux. C'est une erreur, of course, c'est une erreur bien sûr, parce que Netanyahou apprécie la force. Netanyahou, c'est un politicien fort. Et puis, comme Gantz reste timide, silencieux comme ça, Netanyahou exploite son comportement et il fait ce qu'il veut. Mais Gantz a la possibilité, aujourd'hui, aussi le ministre des Affaires étrangères de Ashkenazi, aussi le ministre de la Justice, Nissan Cohen, ils sont tous des modérés. Ils partagent mes propres opinions contre l'annexion. Je le sais. Je les connais personnellement. Je les ai rencontrés beaucoup de fois cette année. Ils doivent résister. Ils peuvent, s'ils veulent, ils peuvent empêcher le plan. Je dis ça, je suis sûr. Sûr, c'est pas facile parce que la droite va faire beaucoup d'obstacles, mais c'est à eux de faire une objection. En soulignant une chose très importante. Ça, c'est la volonté de la majorité du public israélien. Ce n'est pas seulement l'opinion de la gauche, de moi, de Meretz. C'est l'opinion de la plupart des citoyens israéliens, arabes et juifs, ensemble, qui résistent qui opposent cette idée d'annexion. Mais Gantz, je dirais ça comme ça, modestement, Gantz n'est pas
un leader fort, évidemment. Il a peur de confrontation, il a peur de confronter Netanyahou. Et Netanyahou l'exploite. Ben voilà, c'est ça la réalité. Donc, si, comme je disais tout à l'heure, si Gantz, quand même, ministre de la Défense, très important en Israël, poste extrêmement important, comme l'établissement militaire, aujourd'hui, je le sais, et moi je suis membre de la commission de sécurité au Parlement, à la Knesset, comme l'établissement militaire est contre, comme Gantz est contre, comme la majorité du public israélien est contre, il est temps pour Gantz de prendre de l'air et rassembler un peu de courage et dire au Netanyahou, monsieur, non, je ne le permettrai pas. Ben voilà, c'est à lui. Ben voilà, ce sont ses électeurs qui le veulent. Voilà. Donc, il est temps de devenir un leader, un vrai leader. Est-ce qu'il a le droit de veto? Formellement, non. Formellement, non. Mais l'idée, c'est d'empêcher ce plan d'arriver à une espèce de vote. Donc, s'il y a assez de pression, s'il y a assez de voix, s'il y a assez d'opposition, il n'y aura pas une vote. Donc, ça va tomber. S'il y a une vote, Netanyahou, il a la majorité au sein de la Knesset, mais pas la majorité au sein du public. Donc, c'est à Gantz, son partenaire politique au sein du gouvernement, d'arrêter ce processus. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. Trois questions encore avant de donner les quelques mots de conclusion à David. Trois questions encore. Pour le professeur Barnavi, question sur l'évolution de AIPAC. Comment voyez-vous l'évolution de AIPAC par rapport à... est-ce que AIPAC a évolué ou comment voyez-vous ce PAC? AIPAC est en train de se marginaliser parce qu'il n'est pas en phase avec le gros du judaïsme américain. AIPAC, traditionnellement, était une organisation qui se glorifiait de réunir les deux grands partis autour du soutien à Israël. Or, il s'est aligné sur des positions républicaines. À son corps défendant, parce que la plupart des membres d'AIPAC ne sont pas alignés sur les positions de Trump. Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, ils sont en train de se marginaliser gravement. Et il y a d'autres organismes juifs qui prennent de l'ascendant parce que le public juif américain change. C'est notamment J Street, mais ce n'est pas seulement J Street. Il y a J Street à gauche, mais il y a aussi à droite un organisme qui est plus extrême qu'AIPAC. Et donc, il est dans une position extraordinairement inconfortable. D'autant plus que même aux yeux de la droite israélienne, de Netanyahou lui-même, AIPAC n'est plus aussi important qu'il était. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que pour lui, les évangéliques sont plus importants aujourd'hui que les juifs américains. Et donc, ils sont dans une phase descendante et je ne pense pas qu'ils résisteront, qu'ils pourront, ils retrouveront leur gloire d'antan une fois que l'administration Trump sera partie. Merci. Deux dernières questions. Anitsan, comment faire bouger la société civile israélienne qui semble apathique? L'argument financier pour les convaincre pourrait-il pour les mobiliser? Vous avez une minute, une minute et demie. Je n'ai pas une solution magique. Je fais tout ce que je peux avec mes moyens très modestes. Oui, l'argument économique est important pour certains gens. Pour les autres, c'est l'argument moral, c'est l'argument militaire, ça dépend. Et la chose la plus importante, c'est la connaissance publique, l'information. Donc, grâce à vous, grâce aux médias, grâce aux pays dans le monde, grâce à tout le monde qui est intéressé, on peut augmenter la connaissance, on peut approfondir l'information. Et voilà, comme ça, je crois que si les Israéliens comprennent vraiment les conséquences destructives de l'annexion,
on aura une opposition très forte. Pour l'instant, c'est moins fort parce que les gens ils connaissent pas la situation. Donc, nous faisons un effort. C'est pas facile d'approfondir la connaissance avec les conséquences tragiques de cette démarche. Et on verra. Et chaque jour, il y a une autre chose. Et moi, je reste optimiste qu'on puisse arrêter et on puisse gagner cette démarche-là et revenir à la paix. Dernière question pour vous, et puis une minute de conclusion, et ensuite une minute de conclusion au professeur Barnavi. Dernière question pour vous. Quelle est la position de Meretz par rapport à une confédération? Et puis votre conclusion. Confédération. Écoutez, ça c'est peut-être une phase d'après. Je crois que la base, c'est la solution de deux États. Comme Israël est un État souverain, juif et démocratique, bon, les Palestiniens, eux, ils souhaitent leur propre État, leur self-determination à eux, dans la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ben voilà, ça c'est la solution qui est quand même logique, qui est sur la table, qui est basée sur une coopération longue et étroite avec l'autorité palestinienne. Et ben voilà, ça c'est la position de Meretz, la solution de deux États. Après, on verra pour la confédération ou peut-être l'élimination de frontières et je ne sais pas. Mais pour l'instant, les Juifs, la majorité des Israéliens, toujours, c'est très intéressant, toujours la majorité des Israéliens soutient la solution de deux États et aussi la majorité des Palestiniens. Donc, ça, c'est notre idée et ça ne change pas. Je vais donner encore une minute de conclusion à professeur Barnavi et puis la parole passe à David. J'attire votre attention sur le fait que la confédération, c'est toujours entre des États indépendants. On ne confédère pas des entités qui ne sont pas des États indépendants. Et effectivement, c'est une affaire de longue haleine. En attendant, il faut passer par la phase d'un État palestinien souverain. Et j'ai envie de dire en conclusion que aussi effrayante que soit la perspective de l'annexion, même si elle a lieu, ce n'est pas le dernier mot. Il n'y a pas d'irréversibilité en histoire. Et je vous rappelle que nous avons annexé formellement le plateau du Golan, ce qui n'a pas empêché Netanyahou lui-même de négocier sa restitution aux Syriens. Et si ça n'a pas été fait, ce n'est pas à cause de l'annexion. On va voter, si on vote pour l'annexion, on pourra voter pour supprimer l'annexion. Tout est possible. C'est dans la main de l'institution démocratique de ce pays. Ce sera difficile, mais c'est faisable. Et je voudrais dire en conclusion que, à mon avis, nous finirons par arriver à cette solution à deux États que tout le monde enterre aujourd'hui, pour une raison très simple. Il n'y a pas d'autre solution raisonnable. Merci, professeur Barnavi. David, à toi la parole. Bien, ben écoutez, merci d'abord à vous deux. Nitsan, ton français est toujours aussi bon. Et Elie, on le sait, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, ce que je voulais dire, parce qu'on a beaucoup parlé de mobilisation, le réseau que nous avons créé, J-Link, est quelque chose de très important parce que 50 nations le font dans le monde, depuis les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Chili, l'Argentine, en Europe, etc. C'est la première fois que se crée un tel réseau et ce réseau n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on est tous conscients de la nécessité de mobiliser la majorité juive qui est contre de ce projet-là. Alors, on a lancé un appel, il est sur le site de J-Call. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas fait encore, venir le signer. Beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Dans les prochains jours, il y aura un article dans Le Monde qui a été rédigé par un certain nombre de personnalités françaises juives très connues qui sera publié contre ce projet d'annexion. J'espère que vous pourrez le voir. Voilà, donc l'action n'est pas arrêtée et on continuera de nous mobiliser et on fera d'autres fois des réunions comme cela. Et enfin, toute cette réunion que nous avons faite, beaucoup n'ont pas pu y assister parce qu'on a été limité à 100 personnes par Zoom, alors beaucoup de gens n'ont pas pu rentrer sur la connexion. Donc le film va être mis dans les prochains jours sur les deux sites de La Paix Maintenant et de J-Call, donc on pourra le revoir. Merci à vous et merci à Claudine pour l'organisation et l'animation du débat. Bonsoir.